Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, merci d'être là, bonsoir. Alors, je ne vais pas m'étendre sur Maurice Pialat à propos de ce film qui reste un film de Jean Renoir. On va surtout parler du film, mais je vais quand même expliquer pourquoi on a mis ce film-là à l'intérieur de notre cycle autour de Maurice Pialat. Alors, la Bête humaine, vous l'avez peut-être lu, c'est le roman de Zola, c'est l'un donc des films que Jean Renoir a adapté d'un livre, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il écrit lui-même le scénario ou il le fait écrire sur des sujets originaux. Là, c'est une sorte, on pourrait dire, de commande. En tout cas, il n'est pas à l'initiative de la production de ce film. En revanche, bien sûr, étant Jean Renoir, non seulement il participe, c'est même lui qui rédige le scénario à partir du roman. Il le rédige très vite, en une quinzaine de jours. Mais d'autre part, bien sûr, il est entièrement libre et on verra peut-être en quoi, d'ailleurs, sa liberté s'exerce, comment elle s'exerce une fois que vous aurez vu le film. Pourquoi ce film peut exister par le désir de Jean Gabin de jouer au conducteur de locomotive. C'est très important. Jean Gabin était évidemment la vedette que vous savez au moment où le film est préparé en 1937. Il a bien sûr déjà tourné avec Jean Renoir, notamment précédemment dans La Grande Illusion. Et c'est un peu Jean Gabin qui décide qui fait les films qu'on lui propose à la production. Donc il y avait pour ce film, dans mon souvenir, l'idée de Jean Grémillon, l'idée de Marcel Carné, et finalement Jean Gabin choisit véritablement Jean Renoir. Donc c'est une collaboration Gabin-Renoir qui est très importante, et à l'origine il y a cette envie de conduire une locomotive de la part de Gabin. Et je vous dis ça parce que bien sûr la locomotive va avoir une importance dans le film, mais aussi parce que c'est pour cela que Maurice Pialat, qui avait 12 ou 13 ans au moment où le film a été fait, s'est absolument enthousiasmé pour ce film et allait le voir enfant, adolescent plusieurs fois, et il était même enthousiaste de ce qu'il lisait du tournage, puisque Maurice Pialat, ses parents étaient buralistes, étaient marchands de journaux à un moment de leur vie professionnelle, et que donc ils lisaient les magazines sur le cinéma. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, Cinémonde et d'autres, et donc il a suivi dans les journaux de cinéma le tournage de La Bête humaine. C'était un événement, donc il a vraiment participer à l'aventure, aussi parce qu'il était passionné de train, comme beaucoup d'enfants. Mais il y a ce lien-là, et c'est important parce que finalement, le train, ce vecteur de mouvement, ça allie, disons, le mouvement et la machine, et ces deux éléments sont évidemment ce qu'il a en commun avec le cinéma, avec le fait de faire du cinéma, et on verra que c'est quelque chose évidemment d'essentiel, et y compris pour Maurice Pialat. Pour ceux qui étaient là à l'enfance nue, qui est le premier long métrage de Maurice Pialat, je vous ai passé un extrait de son premier film important, qui est un court, qui est L'amour existe, sur la banlieue, sur la perte aussi, un sentiment mélancolique, disons, de la banlieue. Et comme par hasard, ce film, si vous vous souvenez, est tourné depuis un train, et on voit défiler comme ça le paysage, et c'est très important d'arriver quelque part par ce mouvement. Donc voilà pour la petite la contextualisation de pourquoi on choisit ce film-ci. Après, dans la filmographie de Jean Renoir, vous savez que les années 30, c'est une époque très prolifique pour lui. Il est vraiment le plus grand cinéaste français à ce moment-là. Pour vous le situer, on est entre La Grande Illusion, La Marseillaise, le film qu'il a tourné en souscription avec le Parti communiste français sur la Révolution française. On a ensuite Les Bas-fonds, La Bête humaine, et on aura La Règle du jeu après. Donc vous voyez qu'il y a du lourd à la fin des années 30. Il est aussi à la fin, pour vous le situer politiquement, finalement d'un assez bref compagnonnage de route avec la gauche et le mouvement du Front populaire, qui va justement se clore aussi à la fin. Donc il est, si vous avez vu Le Crime de Monsieur Lange, eh bien là on referme un chapitre politique d'une certaine façon pour Jean Renoir. Je vous dis rien des autres acteurs, mais je reviendrai sur eux, et pour vous dire aussi que pour moi ce film est resté longtemps comme l'un des moins renoiriens de Renoir.
J'ai changé d'avis, mais pourquoi je me disais ça? Parce qu'il ressemble, c'est vrai, à des films français des années 30, par exemple Le Quai des Brumes, voilà, il y a cette atmosphère de film noir français. Vous savez que l'expression, les Américains l'ont prise à la France, hein, donc c'est pas un hasard si à la fin des années 30, il y avait ces films, ces thrillers, on pourrait dire, pour inverser l'emprunt linguistique, en France, et c'est vrai qu'il fait partie de cette mouvance-là, et notamment, il a le même chef opérateur que justement Le Quai des Brumes, dans mon souvenir, qui est Kurt Courant, qui était ce chef opérateur qui avait travaillé avec Fritz Lang, qui avait travaillé avec Alfred Hitchcock pour L'homme qui en savait trop en 1934. Donc vous voyez qu'il y a tout cet esprit photographique européen, disons, allemand, qui va être transplanté dans ce cinéma français des années 30, avec ce travail photographique que je trouve effectivement très impressionnant. Longue introduction, mais voyons le film et j'espère que vous resterez en discuter après. Bon film. À le revoir, je me souviens pourquoi il m'a toujours semblé un peu différent des autres Renoir, et au début, je le disais, un peu moins Renoir que les autres, un peu moins habité, disons, par la patte de mise en scène, d'écriture cinématographique de Renoir, qui pour moi est caractérisée par une grande fluidité dans les mouvements, dans la circulation des désirs, des choses entre les personnages. Et en fait, à le revoir, non seulement je m'étais trompée, mais au fond, ce que je percevais, c'est qu'il y a peut-être 2 films dans ce film. Et c'est ce qui fait son étrangeté et qui, au fond, ne le rattache pas du tout à ce à quoi il semble se rattacher, à savoir ces films des années 30, un peu atmosphériques et très très bien, comment dire, des fleurons de la production de cette époque, par exemple les films de Marcel Carné ou bien certains du Vivier, voilà, ces films noirs, par exemple Panique, si vous avez vu ce film avec Michel Simon, tout film intéressant mais qui ne sont pas aussi singuliers, me semble-t-il, que les films de Renoir. Et donc je me disais, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a 2 films en un? Eh bien, il y a d'ailleurs 2 opérateurs. Je vous ai parlé de Kurt Courant, hein, qui donne cette lumière, cette cinématographie, ce travail du noir et blanc extrêmement marquant, enfin jusque dans les reflets, par exemple, de certains boutons de costumes. Voilà, c'est très travaillé, très nuancé et très beau. Mais en réalité, le cadreur des scènes de train, c'est Claude Renoir, c'est-à-dire le neveu de Jean Renoir, et qui est son chef opérateur très jeune, mais qui va devenir très vite son chef opérateur. Et notamment, si vous avez vu Partie de campagne, tourné 2 ans auparavant, c'est le chef opérateur de Partie de campagne. Je disais 2 films parce que pour moi, cette très longue ouverture à bord de la locomotive, elle est marquante parce que justement, elle est trop longue d'une certaine façon. C'est-à-dire que ça n'est pas une scène d'exposition pour nous dire, voilà, c'est l'histoire d'un type qui est mécanicien qui est cheminot. Non, c'est beaucoup trop long pour ça. Ça n'est pas réductible au récit. Et 2 choses. D'abord, ça fait programme. On va voir comment pour la destinée des personnages, mais aussi tout simplement, c'est un morceau de documentaire à l'intérieur de ce film, alors qu'il réapparaît, hein, il réapparaît un petit peu, il y a d'autres scènes de locomotive, et bien sûr jusqu'à la scène finale, mais disons que ce début, c'est vraiment un moment pur de documentaire sur comment, à bord d'un train, on est lancé dans la machine, et d'ailleurs, Claude Renoir, donc très jeune, très souple, très athlétique, a tourné ça au péril de sa vie, parce que vous remarquerez qu'il y a énormément d'angles différents, à différents endroits, enfin, on voit ça de tous les côtés, et c'est extrêmement dangereux ce qu'il a fait pour tourner ce mouvement-là. Voilà. Donc il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a un film de métier, on pourrait dire, de machine, de précision documentaire sur ce que c'est que la saleté, les gestes de quelqu'un qui connaît son métier. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais la SNCF qui venait d'être nationalisée début 38, le film va sortir fin 38. On voit d'ailleurs, hein, c'est marqué SNCF État, hein, sur les wagons. La SNCF a formé Jean Gabin pour qu'il apprenne effectivement à conduire une locomotive. Donc il y a tout cet aspect
aspect-là, qui est bien plus, on pourrait dire, que le cinéma social, le réalisme social auquel on peut attendre, disons, on peut s'attendre raisonnablement par une mise en contexte sur les métiers. Non, là déjà, c'est déjà beaucoup plus intense et plus précis que chez n'importe quel autre cinéaste. Mais en fait, il y a un autre film, et qui est ce film noir, on pourrait dire, avec la musique de Cosma qui est parfois appuyée, qui scande, qui flèche comme ça les émotions du spectateur, et qui marque une forme de, peut-être pas de prédestination, mais en tout cas qui scande une destinée qu'on sent tragique, et qui là viserait à peut-être nous faire interpréter le côté très vectorisé de ce début du Paris-Le Havre de l'ouverture comme quelque chose d'allégorique, de quelqu'un qui s'est lancé. Les chiens sont lâchés, comme dirait Truffaut, et donc on va vers l'entier va vers son destin. Mais il y a quand même deux films, qui est donc ce deuxième, et qui est beaucoup plus posé au sens de figé parfois, avec certains plans qui sont vraiment des plans, on a l'impression que les deux amants posent pour la caméra exactement comme il faut, sous la lumière, avec les reflets qu'il faut de la pluie, du rouge à lèvres, bon. Donc il y a ces deux choses, un qui est voilà, cette vitesse, cette modernité, et l'autre documentaire, et l'autre qui est cette chose beaucoup plus ourlée et beaucoup plus écrite, et presque un peu statique, de lenteur, de pause. Et il me semble en fait que même à l'intérieur de ce deuxième aspect, c'est l'aspect film noir à la française, très, très soigné, eh bien en réalité, là encore, il y a quelque chose que j'aime bien, et qui est pour moi une touche renoirienne, et qui est en fait plutôt des moments de silence. Justement, c'est-à-dire qu'au début on se dit oulala, la musique ça va être vraiment très très marqué, et puis en fait il y a plein de moments où elle devrait être là, d'une certaine façon, la musique, elle n'est pas là, où la caméra, où le plan devrait se terminer beaucoup plus vite, et où en fait on insiste sur des temps morts, sur des choses, et qui créent, me semble-t-il, rythmiquement, pour nous spectateurs, au moins une étrangeté au sens de ce qu'on perçoit physiquement, sensoriellement, même si on ne l'interprète pas. Il y aurait 1000 exemples. Un exemple, par exemple, c'est quand il va voir sa marraine, et qu'on s'approche d'elle, elle est en train de faire la sieste, et on a ce silence et la caméra en léger travelling qui s'approche d'elle. A priori, pourquoi ? Il y a beaucoup de moments comme ça, de lenteur, de silence, et à force de les multiplier, ça crée vraiment, je trouve, quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus troublant, de beaucoup plus inquiétant au fond que la musique. Donc voilà, je trouve que le film a cette tension presque voilà, entre deux formes hétérogènes. Alors on pourrait trouver que c'est un défaut, on peut trouver que c'est un défaut, qu'il y a des choses qui collent pas d'une certaine façon. Moi, je sens cette tension-là, et je trouve que cette tension, elle est presque... comment dire, il y a quelque chose de semblable dans cette tension à la structure presque mentale de ce personnage de meurtrier. C'est-à-dire qu'il est interprété par Gabin de manière, vous l'aurez remarqué, particulièrement douce. Si vous avez vu les autres films de Gabin des années 30, et notamment ceux avec Renoir, il n'avait pas encore tout à fait perfectionné, il n'était pas encore arrivé à cette indication de jeu que Renoir, dans ses mémoires, dira lui... il le dit plus modestement, mais dira presque avoir inventé dans ses directives de jeu à Gabin, à savoir quasiment de parler en murmurant. Parfois, il faut tendre l'oreille. Et effectivement, même quand il ne murmure pas, que c'est quand même sonorisé, sa voix, il arrive à parler vraiment très bas ou vraiment très doucement. Et ça caractérise son jeu, et ça n'est pas du tout un jeu d'époque. C'est vraiment un jeu très différent des acteurs de l'époque, et même de lui-même quand il avait joué avant, y compris chez Renoir, si vous pensez par exemple à La Grande Illusion. Donc il y a une extrême douceur, et dans les manières d'amant de l'entier, et en même temps aussi dans les indications de jeu que lui donne Renoir. Et puis, bien sûr, ça fait contraste, ça entre en tension avec ses crises, avec sa pulsion de meurtre, qui est bien sûr
au cœur du film. Donc il me semble que finalement, je vous parlais du désir de film qui est né de jouer au train, enfin de jouer au mécanicien de locomotive et d'être très actif comme ça dans la machine. Mais en fait, derrière ça, il y a quand même les pulsions. C'est-à-dire que derrière la machine et la technicité, la maîtrise d'un métier, le film dévoile au contraire voilà, quelqu'un qui ne sait pas aimer. En fait, les deux, l'homme et la femme, ne savent pas aimer. Donc, on en arrive peut-être aussi à ce qui est au cœur du film et qui est très qu'on peut lire d'une façon aussi très moderne, à savoir ce qu'on pourrait appeler un féminicide, hein, ou les pulsions féminicides de l'entier, puisque c'est d'une certaine façon absurde qu'il est, quand il désire une femme, finalement, eh bien, il la tue. Comment est-ce que ça s'articule dans le film? Deux choses qui me frappent par la modernité même du fait qu'on puisse montrer ça dans un film des années 30. D'abord, c'est le fait qu'au cœur de l'incapacité à aimer, disons, du personnage joué par Simone Simon, il y a l'inceste, au fond, quand on y pense. C'est ça qu'elle a vécu, inceste à double titre. D'abord parce que ce parrain est de toute façon un proche et l'a connue petite fille et l'a violée, si on comprend bien. Il y a eu cette relation petite fille, et d'autre part parce qu'en plus il pourrait être son père. De fait, si ça se trouve, elle est le produit de l'union ou du viol, on ne sait pas, de ce grand Morin et de sa mère. Donc là, c'est quand même très chargé. Voilà, quand je parlais de film noir, enfin c'est même plus précis. Ça a donné plus tard dans le cinéma vraiment des thrillers psychosexuels. Mais là, on est dans les années 30 et au fond, il y a ça. Je trouve ça assez remarquable que tout ça soit présent comme dynamique. Voilà, quant à lui, enfin, ce qui lui arrive et comment c'est articulé dans ses relations avec les autres, ce que je trouve intéressant, c'est que on le voit justement dans tout son métier être dans la maîtrise. Il sait les gestes. Tout se passe bien. Les signes qu'il échange avec son coéquipier, joué par Julien Carrette, hein, que vous connaissez depuis La Grande Illusion, puis qui fera ensuite La Règle du jeu, qui est très drôle, hein, dans son jeu. Ils ont une communication très bien établie. Vous vous souvenez, au début, ils se font juste des gestes et ils savent ce que l'autre doit faire, etc. Donc là, on est dans la maîtrise absolue, sauf qu'en fait, lui, l'entier, ce qui le déborde, c'est son désir. C'est-à-dire, lui, voilà, sa pulsion, il ne sait pas du tout la maîtriser. Or, à chaque fois qu'il va agir, finalement, il semble confirmer les espèces de théories qu'un théoricien que vous connaissez peut-être de la littérature a développé, qui est René Girard, l'idée que l'amour est toujours une triangulation, que l'amour est toujours mimétique, qu'on aime un objet, qu'on aime quelqu'un, que l'objet de notre amour est toujours médié par le regard d'un autre. Et il semble quand même que ce Lantier, il ait toujours besoin qu'on lui désigne un objet d'amour pour l'aimer. Je trouve ça intéressant, la première fois qu'on le voit, avec Flore. Hein, avec Flore, qui est la fille de sa marraine, qui apparemment il ne désirait pas, puisqu'il lui dit « Ah, mais t'as changé, etc. » Et comment en fait elle a changé? C'est qu'il l'a vue en train de se faire molester par deux types. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va devenir sensuel, sexuel avec elle. Et d'ailleurs, elle lui dit « Non, mais c'est toi qui as changé. C'est que tu me regardes maintenant comme eux. » Donc vous voyez, ce phénomène comme ça où le désir de l'entier naît du regard d'autres hommes sur elle. Et puis finalement, ça va être la même chose ensuite avec Séverine. Et même jusque dans la scène où ils sont au lit et où elle lui parle de Grand Morin, et où finalement, il dit qu'il n'est pas jaloux, puis finalement, il remet la chose sur le tapis et il se remet dans ce désir-là. Et pareil pour l'idée de meurtre, il faut que quelqu'un lui pointe quelque chose à faire d'une certaine façon. Donc je trouve intéressant ce personnage qui nous est montré comme étant complètement dans la maîtrise et qui en même temps est débordé par ses pulsions et qui a toujours besoin aussi en tout cas, son désir ne vient pas, disons, de son libre arbitre. Je trouve ça assez
assez frappant. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le film, des questions, même sur ce que j'ai dit? C'est peut-être pas très clair, en fait. Je vous débite ça parce que ça me vient. Mais... Bonsoir. Merci beaucoup pour la contextualisation avant, l'analyse après. Il y a un élément avec lequel je ne sais pas trop quoi faire. Juste après que Lantier ait assassiné son amante, il repart avec quelque chose dans la main. Je crois que c'est des cheveux ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et déjà, qu'est-ce que c'est? Et puis de deux, qu'est-ce que ça représente, si vous avez une idée. Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors y a-t-il quelqu'un dans la salle? Non, ça me... Ah, le foulard. Le foulard. Ouais, il tient quelque chose dans le dos. Mince, d'habitude, c'est quelque chose... c'est fou que vous souleviez ça, parce que c'est justement quelque chose que j'aime particulièrement chez Renoir, c'est qu'il fait des inserts, un peu comme Hitchcock, d'une certaine façon, sur justement des objets comme ça. Et moi, ce qui me reste là, par exemple, c'est insert, c'est-à-dire des plans rapprochés sur un objet, c'est la montre. C'est au contraire, c'est le mari qui tient la montre comme un temps suspendu, quoi, le truc qui ne sert plus à rien, le temps s'est arrêté. Mais alors du coup, ça a complètement oblitéré pour moi le souvenir du plan dont vous parliez. C'est un peu... Donc c'est un foulard, c'est ça que vous voulez dire. Alors est-ce qu'il efface ses empreintes pour ouvrir la porte? Est-ce qu'il a encore l'idée qu'il est dans un scénario de crime où il s'échapperait, où il se suiciderait pas? C'est pas impossible. On reste dans le film noir, disons, limite polar, et puis en fait, c'est beaucoup plus une tragédie qu'autre chose. Alors attendez, je crois qu'il y a un micro. Je me suis demandé si c'était pas le voile qu'elle avait au début, quand ils discutent après le meurtre. Oui. Parce que ça ressemblait un petit peu. Mais alors pourquoi il aurait pris la voilette? Bon, je vais revoir. Vous m'intriguez. Alors merci pour cette transition. Ça y est, ça me fait penser à quelque chose que je voulais vous dire sur cette histoire de voilette et de voile qui me semble très important. Juste avant leur rencontre, vous vous souvenez qu'il est dans le couloir du train et qu'il y a l'escarbille qui lui rentre dans l'œil. Et c'est ce qu'il va utiliser comme prétexte pour dire à la police qu'il n'a vu passer personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui met la puce à l'oreille, qui met la puce à l'œil plutôt, pour remarquer toutes les occurrences de la vision des yeux qui sont mentionnés dans le film. Et c'est quand même assez insistant. Et en réalité, qu'est-ce que ça montre si on y réfléchit? On a d'abord, je vous disais, ces signes, ils se regardent l'un l'autre, lui et son coéquipier, et ils comprennent ce qu'il faut faire, et le trajet Paris-Le Havre se passe bien, à part la boîte cuite, à part la surconsommation d'huile. En réalité, cette idée que la locomotive, le métier, la machine, ça permet de tout voir, c'est redit. Avec le train, on voit tout. Avec le train, on voit tout. Et nous, d'ailleurs, tel que c'est filmé et monté, on voit tout du train et on voit tout du trajet. Parce que, comme je vous disais, il y a une démultiplication des points de vue sur le train et depuis le train. Donc, il y a cette idée que le train, non seulement c'est la démocratisation du voyage, etc., socialement, mais en réalité, c'est aussi ça permet de tout voir, de voir du pays, mais aussi, dans le film, plus précisément, il y a cette idée que, donc, avec le train, on voit tout et qu'il y a une forme de toute-puissance de cette maîtrise dont je parlais. Or, il y a en fait deux régimes de vision. Il y a celui-là qui, au début, semble marcher, masculin, et puis il y a, on pourrait dire, autre chose chez Séverine, et qui est beaucoup plus lié, si vous avez remarqué, à l'utilisation de miroirs. Alors ça, c'est pas du tout dans le livre, par exemple. Le fait qu'elle soit associée le plus souvent à la présence d'un miroir, d'un reflet, et qui, en fait, la ramène au temps cyclique de la tragédie, d'une certaine façon. Le contraire du côté mouvement, vecteur, etc. Et donc là, qui est lié, tout ça, cette présence de miroir, à un tout autre usage du regard. Et d'ailleurs, elle lui dit « Ne me regardez pas comme ça, vous allez vous user les yeux ». Il y a toute une série de répliques comme ça qui font référence au regard.
mais plutôt au regard comme piège, au miroir, voilà, comme captant quelque chose et ne permettant pas le libre arbitre, ne permettant pas de s'échapper. Et ça, c'est quand même très... ce double régime est très fort et mène à quoi ? À l'aveuglement, au fond, de l'entier. Et donc les scarbilles dans l'œil, voilà, c'est ça aussi un peu le côté mélodramatique au bon sens du terme du film, hein, c'est que l'homme s'était aveuglé sur sa possibilité à avoir une histoire avec elle, ou même à tuer son mari, à se débarrasser du mari et à ensuite pouvoir avoir un avenir en tant qu'amant. Voilà, il y a une forme d'aveuglement très fort chez ce personnage et qui se traduit dans la mise en scène du film et dans l'écriture par ces deux rapports au regard, ou ce désillusionnement, disons, par rapport au regard. Voilà, merci de m'y avoir fait penser avec cette idée de la voilette. Une petite question de détail. Il me semble avoir vu dans la liste des acteurs Jean Renoir. Est-ce qu'il joue lui-même ? Quel est le rôle qu'il joue dans son film ? Oui, tout à fait. Dans cette idée qu'il y a des choses qui se dérobent au regard de l'entier, tout-puissant apparemment, il y a le compartiment. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, vous remarquerez qu'il y a 2 meurtres, mais en fait, il y en a beaucoup plus qu'on évoque. Enfin, on en évoque 2 autres. Mais en tout cas, il y a 2 meurtres. Il y en a un qu'on voit et qui est le meurtre de Séverine, mais il y en a un avant qui est évidemment au cœur du film et qui est le meurtre de Grand Morin. Et qui l'a vu ? C'est elle. Elle l'a vu, lui ne l'a pas vu et nous, spectateurs, on ne l'a pas vu. Il est ellipsé. On n'a pas le moment du meurtre à ce moment-là. Or, celui qui va être condamné pour le meurtre, c'est Cabuche et c'est lui que joue Jean Renoir. Alors Jean Renoir, c'est intéressant parce que son frère était un grand acteur, Pierre Renoir, de théâtre notamment, mais lui, il pensait qu'il n'était pas bon. D'une certaine façon, la façon dont il joue Cabuche, on peut trouver ça un peu maladroit, un peu surjoué, populaire, je sais pas comment, un peu rural, un peu comme ça. Mais c'est intéressant parce que déjà, il a joué l'aubergiste de Parti de campagne en 1936. Là, il joue ce rôle de Cabuche et puis il jouera surtout son grand rôle, on peut dire, dans la règle du jeu, qui est le rôle d'Octave. Et en fait, à chaque fois, d'une certaine façon, c'est quand même un personnage clé. Là, le personnage de Cabuche, il est intéressant parce que c'est quelqu'un qui n'a pas tué, on le sait bien, nous, mais qui en fait avait tous les motifs de tuer, et qui avait tous les motifs, j'allais dire, de classe, parce que c'est au cœur du film, ça, bien sûr, l'exploitation d'une classe par une autre, hein. La mère de Séverine, c'était une bonne au château. Voilà, il y a tout ce trafic-là de viols, d'enfants naturels faits par les maîtres aux domestiques, etc. Donc tout ça est présent, tout cet aspect, disons, de domination d'une classe sur une autre est présent, mais vous remarquerez que Renoir ne semble pas en faire le cœur du film, en fait. On a l'impression d'une sorte de thriller amoureux qui est très individuel, mais quand on y réfléchit, il y a ça. Et il y a notamment ça dans ce personnage de Cabuche qui paye, qui prend pour les autres, qui est condamné pour les autres. Si vous avez vu La Chienne, le premier chef-d'œuvre de Renoir, 1931, c'est exactement pareil. Il y a un type qui est un souteneur. Il se trouve qu'il n'a pas tué la prostituée qui le faisait vivre, mais en fait, c'est le coupable idéal, quoi. Sauf que voilà, c'est les gens qui sont de basse classe, qui arrangent bien la justice. Et ça, on sait que ça va arriver quand on le revoit après, rétrospectivement, avec l'histoire, l'anecdote apparemment anodine de cette femme, cette petite bourgeoise qui vient se plaindre qu'un homme a amené son chien dans le compartiment d'âme seule, et puis on comprend qu'en fait, elle n'aura pas réparation. Non seulement elle n'aura pas réparation, mais le chef de gare, le sous-chef à qui elle s'est plaint, Roubaud, va être sanctionné parce que le type était un type haut placé. Donc cette idée que on est dans une société inégalitaire et que de toute façon les dominants vont toujours écraser les dominés, elle est là, sauf qu'au début, la première occurrence, on comprend pas, enfin,
on pense que c'est une petite anecdote un peu sociale, et en fait, quand on y pense, c'est exactement ce qui déclenche tout le meurtre, toute la série, toute l'intrigue criminelle du film. Puisque s'il n'avait pas fallu que Séverine retourne voir Grand Morin pour lui demander une faveur, pour intercéder, etc., il n'y aurait pas eu la jalousie réactivée, le meurtre, etc., et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est diabolique de ce point de vue-là. Donc voilà, pardon de me saisir de votre question sur Renoir qui joue, on pourrait dire, le suicidé de la société. Enfin, on pourrait aussi le dire de l'entier, à vrai dire. Mais voilà, il y a cette idée comme ça que la justice ne s'exerce pas là où il faudrait qu'elle s'exerce, quoi. Alors, il y a 2 personnes évidemment opposées géographiquement. Oui, justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que quelque chose qui marque dessus, dans ce film, c'est vraiment cette dualité entre innocence et culpabilité. Donc ça fait quand même pas mal penser, justement, il y a le même opérateur que Fritz Lang, qui était vraiment toujours sur innocent d'être coupable d'être innocent, comme disait Jean Douchet. Mm-hmm. Mais il y a vraiment beaucoup de ça. On a toujours l'impression qu'en fait, le meurtre qui a été commis par quelqu'un, c'est pas celui qui devait le commettre. Il aurait dû en commettre un autre, ou c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû le faire. Effectivement, Cabuche, lui, on le voit bien se faire embarquer, donc on peut imaginer qu'il est coupable. Mais en fait, dans tout le film, en fait, Renoir fait semblant de se désintéresser, de savoir qui finalement va être pris, en fait. Parce que même avec le coup de la montre, etc., peut-être qu'à l'arrivée, le mari va se faire attraper pour le meurtre de sa femme qu'il n'a pas commis, et peut-être, enfin, bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui est quand même assez intéressant. Et je trouve qu'il y a un autre truc qui est intéressant, je trouve, il y en a beaucoup, mais notamment justement le jeu en miroir de Gabin et de Ledoux, en fait. Mmh, mmh. Qui se croisent, qui se voient pas, qui s'ignorent, et où d'ailleurs on voit aussi la scène qui aurait été vraiment la scène de film noir classique, je sais pas, du type Facteur sonne toujours de fou, etc., où l'amant tue le mari, oui. Où justement il est derrière, il le fait pas. Et puis ses paroles, c'est je peux pas, vraiment le signe même de l'impuissance. Mmh. Et on voit que du coup, la maîtresse de la femme s'embarque. Quelque chose qui est... Oui. Alors, jamais complètement abouti, en fait. Oui, le fait que la maîtresse le quitte, que la maîtresse le quitte parce qu'il n'a pas tué, ça fait penser à Assurance sur la mort de Wilder, par exemple. Donc c'est un motif de film noir, c'est-à-dire la femme fatale dans le sens où elle demande à l'homme de tuer pour elle, et donc s'il ne le fait pas, ils pourront plus être amants. C'est très intéressant. Je me disais aussi ça du point de vue de la forme du film, qui moi me gênait, mais si on y réfléchit, je trouve ça en fait intéressant. C'est qu'il y a beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez senti, beaucoup de chants contre chants, c'est-à-dire beaucoup de plans où les gens ne se parlent pas dans le même plan, mais où on voit un plan sur un, puis un plan sur l'autre, qui est, disons, la grammaire habituelle du dialogue, mais elle est moins habituelle chez Renoir, justement. D'habitude, on a quelque chose de plus vivant. Là, il y a quelque chose d'un peu figé dans cette succession de plans. On se demande s'ils ont été vraiment filmés en présence ou s'ils ont été filmés presque pas face à face. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ce sentiment un petit peu sous cloche de chacun des plans, quand les 2 personnages dialoguent, en fait contribue à l'idée de ces solitudes qui vivent ensemble, quoi. C'est-à-dire le mari et la femme, au début, elle est toute gentille avec son petit chat, là, quand elle l'accueille, elle l'embrasse et tout ça. Nous, on se dit, ils ont une sacrée différence d'âge, voilà. Mais bon, tout a l'air bien. Et puis très vite, il y a cette espèce de clôture, quoi, de choses, et puis ça va aboutir à de toute façon non, je t'aime plus, évidemment que je t'aime plus, et finalement ça arrive relativement vite, c'est-à-dire le passage du temps est assez rapide en fait dans le film, malgré des longues scènes entre guillemets de temps mort, des scènes qui sont au présent, presque en temps réel, et qui nous paraissent assez longues, mais sinon le passage du temps et mon chéri, est-ce que tu as passé une bonne journée, à je ne t'aime plus, évidemment que je t'aime plus, ça arrive quand même assez vite, et je trouve que ça
passe effectivement par la non-communication, disons, entre les êtres, qui est vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en scène dans ce montage en chant contre chant un peu bouché. Hein. D'ailleurs, elle le dira à Gabin, c'est barré pour nous. Elle le dit pendant le bal, quand on espère qu'ils vont redevenir amants, et puis qu'elle dit c'est barré. Et d'ailleurs, bien sûr, alors là aussi, absolument un trait de mise en scène de Renoir, le meurtre qui se passe en musique. Si vous avez vu La Chienne, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a une complainte qui est jouée dans la rue pendant le meurtre. Si vous avez vu Madame Bovary, elle se suicide pendant qu'il y a aussi de la musique de rue dehors. Enfin, je veux dire, il y aurait un nombre d'exemples énormes. Et là, il y a ce bal avec ensuite la chanson Le Petit Cœur de Ninon, qu'on entend du coup de manière significative. Elle se prête, il se prête, mais il ne se donne jamais. Donc évidemment que tout ça est un commentaire sur l'action et une espèce de montage parallèle, puisque en fait il n'y a aucun rapport physique avec le chanteur qui avec le bal, puisqu'on n'y est déjà plus. Donc il y a cette espèce de sans jeu de mots avec le train, mais de compartimentation qui évidemment renvoie aussi à cette skise, on pourrait dire, de l'esprit de l'entier, enfin qui aime et qui tue. Donc c'est finalement assez logique du point de vue formel. Juste ce que vous disiez sur l'innocence, c'est quelque chose qui a été important pour Jean Renoir quand il a eu à choisir son actrice. Et il va choisir Simone Simon, qui a eu une carrière un petit peu à Hollywood avant, puis qui est revenue, et quand elle revient, elle a eu de la chance, elle est tombée sur Renoir, et puis ensuite, au moment de la guerre, elle est repartie, et donc on la connaît pour La Féline de Jacques Tourneur. Pour Renoir, c'est une femme chatte, hein, il le dit, donc c'est pour ça aussi qu'il la met avec son petit chaton au début. Elle a ses traits, poupins, enfin, en même temps un peu de nez écrasé, un petit peu animal. Et c'est très important pour lui qu'elle ait cette innocence, que ce soit un personnage, comme il dit, passif, que ce soit quelqu'un justement qui s'est fait violée, qui a eu une enfance terrible, etc. Mais par exemple, c'est étonnant, Grand Morin, elle y retourne. Je veux dire, le mari lui dit, est-ce que tu pourrais pas intercéder? Bon, bah oui, j'irai. Voilà. Et donc, à la lumière de ce qu'on apprend après de leur relation, c'est très troublant. C'est extrêmement taraudant. Donc, il veut absolument travailler là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que elle est à la fois entièrement innocente, même si à la fois elle est entièrement coupable de certaines actions, enfin on pourrait dire d'avoir déclenché certaines actions des hommes. Donc c'était important pour lui que ce soit pas un personnage, disons, de femme manipulatrice. Et d'ailleurs il le dit dans La Chienne. Dans La Chienne en 31, elle ment tout le temps, elle dit la vérité. Hein, c'est les deux. Et ça Renoir, c'est ça. C'est-à-dire que la grandeur de son cinéma, c'est de maintenir ses contraires. C'est ça, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Il y avait une... Je me posais une question, est-ce qu'il y a la place aussi du destin qui emprisonne un peu les personnages? Ils ne sont pas maîtres de ce qui leur arrive et de leur vie, c'est la destinée qui sait où est-ce qu'ils vont aller et ce qu'ils vont faire, et eux ils subissent un petit peu, comme il peut y avoir dans les films d'Hitchcock, où ils aiment bien un peu enfermer les personnages. Alors d'ailleurs, on n'a pas mentionné, vous mentionniez Fritz Lang, et c'est chouette de faire hommage à Jean Touchet à ce propos. En réalité, quand vous parliez du faire commettre un meurtre par quelqu'un d'autre, le transfert de culpabilité, c'est un grand motif aussi hitchcockien. Donc on est en terrain connu, enfin c'est intéressant effectivement la comparaison, et là le lien avec Fritz Lang, il est aussi par cet opérateur qui a notamment tourné La Femme sur la Lune à la fin du Muet avec Fritz Lang. Alors sur la question du destin, moi j'ai l'impression que justement le film est intéressant parce que c'est là, on ne peut pas dire, la musique de Cosma, je veux dire, si ce n'est pas la destinée, qu'est-ce que c'est? Elle est là, deuxièmement, par le carton de citation de Zola au début. Hein, c'est-à-dire, il paye pour la lignée de Poivreau, enfin, d'hommes qui ont bu, les pères, les grands-pères, etc. Ça, c'est l'atavisme, zolien du naturalisme d'Hérougon-Macquart. Voilà, comment, en fait, on est
qui est aujourd'hui tout à fait, disons, exploré par les psychanalyses transgénérationnelles, etc. Cette idée que c'est pas un déterminisme vraiment social, ça articule quelque chose de très physique, de l'ADN presque, qu'on a quand on descend d'une lignée d'alcooliques, par exemple, ou de violents, donc il y a un déterminisme de classe, de société et de corps. Donc ça, c'est posé au début, et ça, il le tient de Zola. Donc il le met. Mais en réalité, moi j'ai l'impression que Renoir n'adhère pas entièrement ni à, je dirais pour moi, le cliché du destin. C'est-à-dire, c'est leur destin. Ils ont beau s'aimer, tout pourrait être beau pour ces jeunes amants. Ils sont beaux, ils pourraient faire une nouvelle vie. Et puis en fait, non, le destin. Bon, c'est un peu une aporie d'une certaine façon. C'est un peu facile d'écrire d'avance, vous voyez, la rue barrée. Et d'autre part, je pense pas non plus que le passionne absolument la fidélité à Zola. En fait, il a écrit là-dessus, sur Zola. Zola, d'ailleurs, qu'il a rencontré dans son enfance, comme ça, parce que son père le fréquentait. Mais Zola, qu'il a relu. Il y a eu un double mouvement par rapport au livre de Zola. D'abord, il s'en est éloigné en écrivant très vite le scénario, comme je vous le disais. Donc, écrire très vite, ça veut aussi dire jeter le livre et voir ce qui nous en reste et ce qu'on a envie, ce sur quoi on a envie de se focaliser. Et ce sur quoi il s'est focalisé, c'est le triangle amoureux. Vraiment, alors qu'il y a plein d'autres choses très touffues et beaucoup plus sociales dans Zola. Par exemple, la fin, et là ça va dans votre sens de destin individuel, la fin du livre, c'est un accident. Ils se battent les deux dans la locomotive et qui est pleine de soldats ivres qui vont à la guerre de 1870. Parce que le roman de Zola, il est situé en 1869. Donc c'est une fin qui est politique, ça satirise, qui est politique, qui est sociale. Là, c'est pas du tout ça, elle est individuelle d'une certaine façon. En tout cas, à un certain niveau, elle l'est. On peut dire après que le film est une allégorie de la fin du Front populaire, qui est allée dans le mur, quoi. C'est-à-dire cette idée utopique un peu de la gauche unie. Elle va dans le mur puisqu'on va à la guerre. On va au pacte germano-soviétique et on va ensuite à la guerre. Bon, on peut lire le film comme ça, mais en tout cas, à première vue, c'est pas ça qui l'a intéressé. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a tout ça, il pose ça, l'idée du destin, l'idée de l'atavisme et tout ça, mais que lui, son travail, c'est un travail de cinéaste, en fait. Et donc, c'est de créer une tension entre ce programme, qui serait un programme de tragédie ou de destinée, et puis au contraire, tout le trivial qui lutte là contre, et qui est ce que Renoir sait peut-être le mieux faire, à savoir la vie et la vie quotidienne. Et moi, j'adore les séquences où ils se font à manger. Où ils ont ce qu'ils appellent leur panier, là, qui ressemble à un sac de médecin du 19e siècle, et où ils ont les conserves, le jambon, et je te prends ton jambon pour me faire des œufs au jambon et tout ça. Et ça, vraiment, là encore, c'est entre guillemets un temps mort, c'est pas un temps utilisable pour l'action, mais en fait, dans le film, ça insuffle une vie extraordinaire. Même la femme, par exemple, du coéquipier, on la voit pas beaucoup. D'abord, il parle d'elle. On se dit, tiens, bon, on ne pense pas qu'on va la voir. Après, on la voit parce qu'elle leur prête leur appartement. Et puis, elle s'en fout que son mari soit bloqué, que ce soit un mensonge, etc. Et donc, ce sont des petites touches, mais qui, pour moi, vont complètement contre l'idée d'un film surécrit. Dans le sens qu'il y aurait une destinée et c'est tragique et ils y vont. Voilà, donc il me semble que dans le film, il y a tout ça et que ça entre en tension. Et que si c'était seulement le côté tragique, on aurait un film bien fait, de qualité française, bien tragique comme il faut, bien noir, mais je trouverais ça vraiment dommage, pour le coup. Merci. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur deux choses qui m'ont frappée. C'est ce tableau clinique que fait la marraine au début en parlant vraiment des signes cliniques qu'elle a observés. Et lui, il est dans le mensonge, on le comprend, il assume absolument pas. Mais le spectateur comprend que la maladie travaille en lui. Et on va retrouver ce passage-là, mais inversé dans cette scène de lit où
il va l'interroger. Et qu'est-ce que ça t'a fait à toi, là, puisque tu as vu ce crime? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et c'est important, enfin, à mes yeux, c'est important parce que je pense que là, ils sont dans une forme de communion et ils s'aperçoivent peut-être qu'ils se ressemblent. Enfin, que les deux sont peut-être les deux faces d'une même médaille qui est des gens de la folie, quoi. Enfin, ils sont dans le versant de la folie pour moi. Ah, c'est intéressant que vous disiez ça, et indépendamment d'une réalité clinique, que je n'ai pas vous avez plus autorité que moi pour en parler, c'est intéressant que vous entendiez cette deuxième scène, donc la scène quand ils sont au lit, plutôt vers la fin, et qui dit non mais t'as bien pu être la femme d'un autre, voilà, donc je suis pas jaloux, mais en fait effectivement c'est pas de la jalousie à lui qui lui fait se réveiller et l'interroger, c'est un plaisir scopique, un plaisir de s'identifier. C'est pour ça que je disais que son désir ne se fait que à travers la vision d'un autre, à travers de ce que quelqu'un va vivre ou a vécu. Et en l'occurrence, qu'est-ce que ça t'a fait de le voir tuer, qu'est-ce que ça t'a fait de voir un meurtre et pouvoir soi-même se projeter là-dedans? C'est tordu, c'est une espèce de sadisme délégué, déplacé, voilà, de voyeurisme déplacé sur l'autre, puisqu'on a bien vu que la barre de fer, voilà, ils pouvaient pas s'en servir. Mais quand vous dites qu'ils sont d'une certaine façon, c'est comme si chacun avait trouvé sa chacune et qu'ils étaient compatibles là-dessus. Moi, là-dessus, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un type qui est complètement psychotique, voilà, qui disjoncte et qui donc forcément ne peut pas voir sa maladie. Quand sa marraine, qui est un peu une voyante, d'ailleurs elle a un peu une coiffe qui fait penser à une sorte de romanichelle comme ça, de bord de route. Elle est malade elle-même. Voilà, elle a vécu dans sa chair la maladie et elle dit au moins, voilà, toi comment elle dit, la jeunesse... c'est presque comme si elle était consolée de savoir que lui était jeune et elle il va mieux. Là encore, transfert, il y a tout ça, il y a une circulation de maladies. C'est quand même assez étonnant. Donc lui, il peut pas voir sa propre maladie. C'est un point d'aveuglement. Son point aveugle, c'est comment fonctionne son désir et son désir de mort, quoi, de meurtre. Elle, il me semble qu'elle est plus traumatisée d'une certaine façon. Donc lui il dit mais non, tu verras, tu surmonteras tout ça, puis on aura une bonne vie et tout ça. Et elle revient toujours à mais non, mais mon enfance, c'est passé des trucs horribles dans mon enfance. Donc voilà. Et vous dites qu'il s'assemble là-dedans, mais c'est quand même pas la même folie, quoi, à l'origine, me semble-t-il. Et il me semble pas qu'elle jouisse d'avoir vu le meurtre. Elle en a été témoin, elle a été forcée par son mari d'y être, mais je sais pas, il me semble pas dans la mise en scène qu'il nous soit suggéré, comme ça pourrait l'être chez Hitchcock, qu'elle ait été fascinée complètement. Certes, elle lui a offert le couteau, mais bon... Elle lui dit quand même qu'elle a vécu le plus grand moment de sa vie. Ah oui, toute une minute. Ah oui, tout à fait. Toute ma vie dans cette minute, vous avez raison. Ouais. C'est pour ça que le plan de la montre, moi, me marque. Cette condensation du temps. Le fait que le temps est complètement ductile, quoi. Il peut être concentré dans une minute comme il peut être hémorragique dans ce plan final. Mais oui, pourquoi pas. Moi, c'est mon point d'aveuglement de ne pas voir que... Peut-être pas folle, mais en tout cas très traumatisée. Ça, oui. On sent qu'elle a vécu dans sa chair de femme et d'enfant quelque chose qu'elle ne peut pas réparer. Il y en a un qui ne voit pas, et d'ailleurs il ne voit pas le meurtre, et il a l'escarbille dans l'œil et il dira qu'il n'a rien vu, et l'autre qui a trop vu. Enfin voilà, si on veut. Alors peut-être que ça revient au même à l'arrivée, qui sont liés par ça. Ce que lui n'a pas vu, elle ne l'a que trop vu. Mais voilà, effectivement, ça fonctionne ensemble en tout cas. Enfin, en tout cas, on a du mal à imaginer qu'il puisse effectivement vivre quelque chose après tout ce qui s'est passé. Enfin bon, pouvoir imaginer qu'on peut vivre une histoire, bon, c'est effectivement les films noirs, ça. Après des meurtres... ça paraît... c'est fichu dès le départ, quoi. Alors, quand vous dites c'est fichu dès le départ, j'en profite pour relever cette phrase, pour vous dire que c'est aussi pour ça
qu'on trouvait, cohérent de mettre ce film dans le programme Piala, puisque, comme je vous avais cité cette phrase du critique Jean Narboni à propos de Piala, le mal est fait. Il me semble que chez Piala, on sent toujours qu'il y a un gâchis. C'est déjà foutu. L'enfant, il est l'enfant placé. Il a beau avoir la meilleure famille d'accueil du monde, pépère, mémère et compagnie, le mal est fait. Et bien sûr que là, on sent ça. C'est-à-dire que déjà, on sent qu'il y a la pulsion derrière le jeu, derrière le jeu avec la locomotive et la maîtrise et conduire. Et que derrière, en fait, on est conduit. C'est conduire versus être agi par ses pulsions. Donc tout ça est quand même très présent chez Piala. Et si vous vous souvenez, si vous étiez là pour nous et vous étiez là pour le beau lapsus, nous ne vivrons pas ensemble. Nous ne vivrons pas ensemble. Nous sommes tant désaimés. Eh bien, c'est un temps de la rupture qui n'arrête pas de revenir. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une relation amoureuse, ça n'est que je vais te quitter, je ne vais pas tarder à te quitter, je vais devoir quand même bientôt te quitter, etc. Et que c'est un temps qui bégaye tout le temps. Il y a un rapport au temps traité dans la mise en scène, dans l'écriture. Donc ça aussi, je pense qu'il y a, même inconsciemment, était très sensible quand il a vu les films de Renoir. Je rappelle que Piala n'était pas un cinéphile. Il n'a pas du tout analysé les films. Quand on lui demandait quel est le meilleur film de l'année, il faisait exprès de dire Hôtel de la plage, voilà. Et il était sincère. Donc il voulait avoir un rapport vraiment avec le cinéma populaire. Et très tôt, il a dit dans les entretiens « Ah, j'ai adoré Renoir, mais enfin maintenant, j'aime moins. » Donc c'est pas du tout pour dire il adorait ce film et tout son cinéma est calqué là-dessus. C'est beaucoup différent. Mais par contre, dans le fait que le passage du temps, ce soit quelque chose de complètement en métamorphose et que la mise en scène de cinéma travaille d'abord là-dessus, il me semble qu'ils ont au moins ça en commun. Et à propos de locomotive, vous parliez de documentaire. Effectivement, moi, je me suis dit, j'avais pas remarqué à ce point que c'était un documentaire sur le train. Bon, mais c'est pour nous, spectateurs contemporains, c'est plus qu'un documentaire, c'est même un documentaire historique sur l'histoire des trains. Parce que c'est assez étonnant. Enfin, moi, pendant tout le film, j'étais fascinée de voir les machines, quoi. C'est tellement beau. La Pacifique 231. Mais quand on voit nos TGV d'aujourd'hui et qu'on voit ce que c'était que d'être un conducteur de train à l'époque, c'est incroyable, quoi. Oui. Il y a les deux choses. Heureusement, il a réussi à ne pas subsumer et ne pas faire de la Lison, qui est évidemment personnifiée comme elle est personnifiée chez Zola. Et donc, on voit bien qu'il a ce rapport de maîtrise avec cette femme, entre guillemets, avec cette bête humaine, mais qu'en fait, la bête humaine, c'est lui, et qu'avec les femmes, il n'a justement pas du tout ce même rapport facile. Bon, tout ça, on le comprend, c'est là, mais il me semble que l'intelligence de Renoir, c'est qu'il y ait aussi autre chose, et qu'il y ait justement aussi la réalité documentaire du train et plein d'autres choses. Mais quand je disais qu'il avait été libre par rapport à Zola, c'est pas parce qu'il aime pas Zola, c'était ça le mouvement. C'est que donc, je disais, il avait lâché d'abord la précision du livre pour écrire son scénario, et que naturellement, il se focalisait sur cette tension psychosexuelle entre dans le trio, et puis que dans un deuxième temps, quasiment au tournage, il y avait des phrases qui n'allaient pas, et il est allé voir dans le livre, et en fait elles étaient mieux dans le livre, et donc il leur a fait dire des dialogues qui sont quasiment mot à mot parfois dans le livre, dit-il, parce que Zola en fait c'est un grand poète, et ça je trouve que il a raison. C'est-à-dire on a tendance à résumer Zola à ses théories justement sur le naturalisme et aussi sur l'atavisme et tout ça. Donc à malgré tout une idéologie. Et quand on relit n'importe quel livre de Zola, en fait on est frappé par la force poétique, par les métaphores, et donc lui, c'est ça qu'il en retient aussi, et je trouve que dans sa mise en scène à lui, il y a ça. Il y a le fait que, bien sûr, c'est une histoire forte, c'est une intrigue de film noir, il y a tout ça, mais il y a aussi la poétique du pur mouvement au début. Qu'est-ce que c'est de filmer un train quand on est cinéaste ? C'est
faire ce qu'ont fait les Frères Lumière. Je veux dire, c'est jamais anodin de filmer un train quand on est cinéaste, parce que les premiers films, c'est ça. Le premier film sidérant, c'est les films de train des Frères Lumière. Et ça, Maurice Pialat adorait ces films-là. Enfin, je veux dire, les Frères Lumière, pour lui, s'il y avait que ça, ça suffirait dans le cinéma. Donc, Et alors, je voulais poser une question, parce que je sais, j'ai toujours entendu dire que de filmer dans des trains, c'est extrêmement compliqué, et aussi l'extérieur d'ailleurs. Et justement, tout est fait, quand on est dans les compartiments, tout est fait dans un train, il n'y a pas du tout de studio. Non, ça c'est vraiment Eugène Lourier, qui est le décorateur attitré de Renoir, assez génial, qui a publié ses mémoires en anglais, certains chapitres ont été traduits. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, parce que quand vous le lisez, vous comprenez comment il a fait à la fois La Grande Illusion, La Règle du jeu, Le Fleuve, et en fait à chaque fois, mais j'imagine que c'est ça l'essence du travail, du métier de chef décorateur, mais quand même c'est très bien fait. C'est pas du tout comme Alexandre Trauner, où on a plus l'impression que c'est un génie de la maquette, de l'imaginaire. Là, lui, sa spécialité, c'est de savoir combiner les décors réels. Justement, là, on parlait de cet aspect-là du film très composite, les décors réels et les décors de studio. Donc, oui, bien sûr, c'est la gare du Havre, c'est la gare Saint-Lazare. Enfin, voilà, les séquences vraiment de train en mouvement, c'est réel, on voit bien. C'est pas du tout un film projeté derrière une transparence. Mais par contre, il y a plein de raccords entre le réel et le studio, de décors qui sont posés dehors, vous voyez, en plein air, si vous voulez, mais qui sont des morceaux de décors. Et je pense que tout ce qui est la popote, le compartiment, non, c'est du studio. Donc c'est vraiment une combinaison entre les deux. Oui. Et quand ils sont dans la cabine du conducteur, c'est réel. Ben, il me semble que oui. Oui, on a là j'ai un petit doute sur ça. Oui. Mais là où je me dis que oui, c'est qu'il voulait tellement apprendre. Ça a été documenté après, peut-être un peu à des fins publicitaires, bien sûr. Mais il voulait tellement apprendre à conduire un train. Il a effectivement reçu cette formation. Donc, si après on lui met un faux tableau de bord. Ça fait pas sens. Mais en plus, quand on regarde, vraiment, on regarde le défilement, ce serait vraiment génial du point de vue du mouvement d'avoir réussi. On le sent, on le sent toujours quand c'est une transparence. Ouais, il y a des plans quand même qui sont... de toute façon, quand ils sautent à la fin, ça peut pas être... Mais à un moment donné, il y a un plan où on voit vraiment ils sont en train de conduire, de s'affairer. Et en fait, il y a un mouvement de balancier en fait, de la cabine, et c'est juste pas possible en fait. Ouais. C'est forcément du studio et on a fait bouger la. C'est pour ça que moi c'est à l'intérieur des séquences, c'est combiné. Mais par contre, oui, comme tu dis, c'est imbriqué avec des plans documentaires, ça c'est sûr quoi. Il peut y avoir un plan, un certain angle, mais juste pour, à mon avis, l'intérieur quand ils conduisent le train, qui est en studio, et par contre, ça peut être un contre-champ en décor réel. Et ça, il est vraiment très fort pour ça, le décorateur. Je pensais, on parlait de Fritz Lang tout à l'heure, je voulais savoir si tu avais vu le remake de Fritz Lang, parce que je me souviens quand on avait projeté La Chienne, tu avais parlé, on avait même projeté où tu avais parlé de la rue Rouge. Oui. Et est-ce que tu as, enfin j'imagine que tu as vu Human Desire, et est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur... Oui, Human Desire, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le revoir pour ce soir, et que... Comme ça m'avait un peu fait, j'avoue, pour le remake de La Chienne qui était Scarlet Street, c'est ça, la rue Rouge, j'ai eu l'impression pas d'une parodie, mais pas non plus d'une hollywoodisation, mais un peu quand même. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on perdait beaucoup en perdant la trivialité qu'il y a toujours chez Renoir, des petites choses de la vie. Chez Fritz Lang, pour moi, attention, si vous avez vu et aimé tout le cycle fait par Jean Douchet, fait boucher vos oreilles, et je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'ai l'impression d'être dans un cerveau parfois dans Fritz Lang. On a l'impression de films cerveaux qui sont beaucoup
plus ramassé dans des enjeux moraux très très nets, très très bien dessinés. Et ce qui me plaît là, c'est au contraire le côté composite, l'impureté que ça crée de mettre du documentaire, de mettre de la musique bien... Voilà, c'est tout cette tambouille-là qui me semble plus vivante que moi quand j'avais vu Human Desire. Mais... D'ailleurs, moi, je trouve que justement, ce qui me refrappe là en revoyant du Renoir, c'est que justement la filiation qu'il peut y avoir entre Piala et Renoir est là-dessus. Oui. C'est comment il y a des films qui ont une intelligence évidemment dans toute la construction, mais un petit peu bordélique à certains moments, parce que justement il y a énormément de vie dedans. Contrairement, effectivement, je suis d'accord avec Fritz Lang, où c'est quand même assez froid, c'est construit, etc. Et puis c'est un peu des marionnettes finalement. Oui, Fritz Lang, Kubrick, tous mes chéris. Human Desire, c'était quand même pas son plus grand film, quoi, de toute façon. Oui, donc, ce qui est étonnant, parce que justement, comment on peut prendre quand même des très grands films, comme La Chienne, pour moi, vraiment un chef-d'œuvre, celui-ci aussi, d'une certaine façon, et en faire des choses qui sont à la fois parfaites et à la fois, on reste un peu sur sa fin. Je dirais que la question de Renoir, quitte à dire des grandes phrases, malheureusement je crois qu'on est enregistré, mais tant pis, ce serait peut-être comment ne pas tuer la vie en filmant. C'est fou, mais en fait, quand on filme, on est très très près de mettre tout ça sous cloche, dans du vernis. Et moi, vraiment, en entendant parfois la musique, alors que j'aime beaucoup la musique de Cosma pour Partie de campagne, par exemple, qui est aussi assez forte et assez envahissante, mais voilà, je trouve qu'elle fonctionne. Ici, elle m'a gênée. Au début, je me suis vraiment dit, si tout le film est comme ça c'est difficile, quoi. Donc, il y a un vrai risque quand on filme de tuer la vie. Et je pense que Renoir en est extrêmement conscient et que Piala aussi en est extrêmement conscient. Alors qu'il y a des cinéastes dont on sait très bien que ça leur viendrait même pas à l'esprit, cette question, qu'elle serait absurde en fait. Que évidemment, ils se pensent comme des démiurges, des créateurs, des concepteurs, et que la vie, elle y sera, puisqu'ils voilà, c'est eux qui organisent le truc, donc ils se posent même pas cette question. Et donc, ils n'ont pas non plus, me semble-t-il, cette gourmandise documentaire qui reste et chez Renoir et chez Piala. Ça n'empêche pas, par exemple, de faire jouer, comment il s'appelle, Péqueux, par Julien Carrette, donc ce comique, qui, comme Gabin d'ailleurs, vient du music-hall. Mais Gabin, d'ailleurs, on voit qu'il sait très bien danser, hein, il sait très bien chanter, il sait très bien valser. Il vient du music-hall. Il y a ça aussi dans son charme, sauf que, comme par hasard, la danse, elle est extrêmement circulaire dans ce film-là. Mais donc, ça n'empêche pas Renoir de prendre le risque de prendre une espèce de clown, enfin de comédie, un comique, qui est Julien Carrette. La façon dont il débite ses répliques, presque toutes, avec une distance, avec une façon de faire traîner les mots, de ne pas tout de suite donner la réplique, de dire alors maintenant on se marie avec une locomotive, mais c'est incroyable. C'est pas seulement qu'il a une espèce d'accent de gouaille, d'argot, c'est que vraiment c'est musical, véritablement. Donc Renoir, il prend ces risques-là. C'est pas copier la vie. C'est pas copier la vie au sens d'un réalisme justement naturaliste. Hein. C'est un travail de mise en scène vraiment d'orfèvre, et de nuance dans le côté composite. Bon merci beaucoup d'être venu et resté. Merci Est-ce qu'on peut vous dire ce que nous verrons en janvier après? En janvier, on va avoir un film de Jean Eustache, donc restauré depuis peu, qui s'appelle Mes petites amoureuses, donc qui date, je crois, de 73, si je dis pas de bêtises. Oui, 74. 74. Ouais. Film très important, si vous ne l'avez pas vu, dans l'histoire du cinéma français. Eustache, autre figure de cinéaste français complètement dans la lignée Renoir. Donc vraiment, absolument, venez. Et qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Il a été restauré magnifiquement, tout récemment. Et oui, et à cette occasion, nous verrons des petits extraits d'autres films, car Maurice Piala a été acteur. Et il est acteur dans ce film, notamment dans ce film Mes petites amoureuses. Voilà, bonne fin d'année. Merci.